On debate, Senator Platt. Sénateur Platt. Merci. Chers collègues, j'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui au sujet du projet de loi S-222, loi modifiant la loi sur l'impôt, l'utilisation des ressources, qu'on appelle également la loi sur l'efficacité et la responsabilité des organismes de bienfaisance. Ça fait longtemps qu'on attend ce projet de loi. Je suis le porte-parole pour ce projet de loi et vous allez découvrir que j'y suis en fait très favorable. Je désire remercier la sénatrice Ominvar de son travail sur cette question et je la remercie de ce projet de loi. Dans son discours en deuxième lecture, la sénatrice a fait un excellent travail et a donné au Sénat une vue d'ensemble du problème que ce projet de loi cherche à résoudre. Mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus. J'aimerais quand même vous expliquer pourquoi on a besoin de ce projet de loi et pourquoi j'estime que le Sénat devrait donner son soutien. Au Canada, comme dans de nombreux pays, les organismes de bienfaisance bénéficient d'un statut fiscal favorable. Les donateurs reçoivent des reçus et les organismes de bienfaisance aussi bénéficient d'un traitement fiscal préférentiel. Cette situation reflète le consensus de longue date selon lequel ces œuvres de bienfaisance constituent un service public pour la société qui sert le plus grand bien et justifie donc ce traitement privilégié. Comme l'explique l'Agence du revenu du Canada, les organismes de bienfaisance enregistrés sont des organismes de bienfaisance, des fondations publiques ou des fondations privées qui sont créées et résident au Canada. Ces organismes doivent se servir de leurs ressources pour des activités de bienfaisance et avoir des fins de bienfaisance qui entrent dans une ou plusieurs des catégories suivantes. Le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation, l'avancement de la religion ou d'autres fins qui profitent à la collectivité. Les règles régissant le fonctionnement de ces organismes sont établies dans la loi sur l'impôt et ensuite interprétées par l'Agence du revenu. La conformité avec ces règles est étroitement surveillée et des directives supplémentaires sont régulièrement publiées par l'Agence du revenu pour donner davantage d'informations sur l'application de la loi et pour aider les organismes de bienfaisance à mieux comprendre comment la loi se traduit concrètement dans leurs activités quotidiennes. Le non-respect de ces règles peut avoir de graves conséquences, notamment la perte de statut d'organisme de bienfaisance. C'est vrai pour ce qui est des exigences légales, mais aussi pour ce qui est des directives fournissant des informations supplémentaires dont j'ai parlé et qui sont publiées par Revenu Canada. La loi qui nous intéresse vise à relever les défis qui découlent de deux directives qui ont été émises par l'Agence du revenu. La première, c'est la directive CG002 de l'Agence du revenu, intitulée « Organismes de bienfaisance canadiens enregistrés exerçant des activités à l'étranger ». Et la seconde est la directive CG004, intitulée « Recours à un intermédiaire pour exercer des activités d'un organisme de bienfaisance au Canada ». Ces deux politiques détaillent l'interprétation de l'Agence de l'alinéa 149.1, alinéa 1, alinéa A1 de la loi de l'impôt sur le revenu, qui définit une organisation de bienfaisance. La définition entière compte 359 mots, mais ces deux directives de l'ARC se concentrent sur seulement 16 mots, et je vais vous les lire, dont toutes les ressources sont consacrées à des activités de bienfaisance exercées par l'organisme lui-même. En d'autres termes, pour être considéré comme un organisme caritatif, les ressources de l'organisme en question doivent être consacrées à des activités de bienfaisance qui sont exercées par l'organisation elle-même. L'Agence du revenu dit ceci. La loi sur l'impôt exige qu'un organisme de bienfaisance consacre toutes ses ressources à des activités caritatives exercées par l'organisme lui-même. Cette exigence est appelée le critère des activités propres. De plus, l'Agence dicte que pour satisfaire à l'exigence relative aux activités propres, lorsqu'un organisme de bienfaisance transfère des ressources à son intermédiaire, il doit diriger et contrôler l'utilisation de ces ressources.
Cela signifie que l'organisme de bienfaisance en question doit prendre des décisions et établir des paramètres sur des grandes questions liées à l'activité de façon continue, comme la façon dont l'activité sera menée, les objectifs généraux de l'activité, le secteur ou la région où l'activité sera menée, les bénéficiaires de l'activité, les biens et services que l'argent de l'organisme de bienfaisance permettra d'acheter, et le moment où l'activité commencera et où elle se terminera. Les mots les plus importants sont diriger et contrôle. Chaque fois qu'un organisme caritatif veut travailler par le biais d'un intermédiaire qui n'est pas un autre organisme caritatif canadien, il doit diriger et contrôler cet organisme. Cette situation s'est avérée extrêmement problématique pour les organismes caritatifs. Dans une publication préparée pour la fondation Pemsl KISS et intitulée Direction et contrôle, Current Regime and Alternatives, Theresa Mann et Terence Carter résument ces difficultés en les exprimant par le biais des 7 points suivants. Numéro 1. La politique a donné lieu à une approche dépassée du développement international. Et je cite, « Exiger des organismes de bienfaisance une approche descendante pour exercer une direction et un contrôle afin de dicter les activités caritatives et la façon dont elles sont menées, c'est impérialiste, chauvin et offensant. C'est fondamentalement en contradiction avec la philosophie actuelle du développement international qui reconnaît l'importance de développer des partenariats autonomes avec les collectivités locales et les organisations non gouvernementales. C'est incompatible avec les politiques du gouvernement canadien en matière de collaboration avec les Premières Nations et la communauté internationale. Numéro 2. La politique a créé des exigences incertaines pour l'Agence du revenu. Selon le rapport Pemsl, bon nombre des exigences de l'Agence du revenu ne précisent pas quelles exigences sont obligatoires et quelles exigences sont facultatives. Ces incertitudes se traduisent souvent par le fait que les organismes caritatifs pêchent par excès de prudence en les traitant toutes comme des exigences obligatoires, ce qui rend la conformité encore plus difficile. Troisièmement, la politique de direction et de contrôle est peu pratique et irréaliste à respecter. L'approche descendante visant à exercer une direction et un contrôle est indésirable, peu pratique et irréaliste à bien des égards. Elle reflète un environnement de microgestion qui dissuade et détourne les organismes de bienfaisance de se concentrer sur la réalisation des programmes. Exiger des organismes de bienfaisance qu'ils connaissent tous les détails d'un projet du début à la fin, avant même que le projet ne commence, afin de donner une direction et un contrôle, c'est quelque chose qui est peu pratique et irréaliste. Cette approche ignore également l'avantage de s'appuyer sur l'expertise du partenaire local qui effectue le travail sur le terrain. Numéro 4. La politique crée un lourd fardeau administratif. Respecter les exigences onéreuses de l'ARC requiert souvent que l'on débourse beaucoup en coûts administratifs, même dans des situations où un organisme n'a pas de préoccupation par rapport à ses partenaires étrangers de confiance, lorsque des efforts sont pris mais sont inefficaces pour identifier des instances de non-conformité. Cela soustrait des ressources rares et précieuses du travail caritatif et c'est une piètre dépense des ressources. Numéro 5. Les relations juridiques auxquelles on fait référence dans les politiques de l'ARC sont très restrictives et sont peu pratiques. Elles ne reflètent pas ces politiques, la diversité des liens que les organismes doivent entretenir lorsqu'ils mènent à bien des programmes à l'extérieur du Canada dans différents contextes. Numéro 6. La politique n'est pas cohérente avec ce qui se passe dans d'autres administrations. Le mécanisme de direction et contrôle qui exige que les programmes soient les propres activités du financement des organismes canadiens
est fort différent du reste du monde et peu compris. C'est incohérent avec d'autres mécanismes fructueux utilisés dans d'autres pays comme les États-Unis, en fait pas le Royaume-Uni, mais bien l'Angleterre et aussi le Pays de Galles. Numéro 7, la politique de direction et contrôle est amalgamée avec la prévention du financement d'organisations terroristes. Il y a une perception voulant que toute solution de rechange à solutionner le problème de la direction et du contrôle pourrait empêcher le gouvernement de prévenir les activités terroristes en retirant cet outil d'application de la loi qui est la direction et le contrôle. Le Conseil canadien de la coopération internationale a noté que cette politique de direction et contrôle mine les organismes caritatifs qu'ils travaillent qu'au Canada ou à l'international. Par exemple, dans la sphère internationale, la politique dont on parle empêche les organismes caritatifs canadiens de donner de l'argent à des interventions de financement d'urgence. Ils ne peuvent pas participer à des interventions rapides qui met en commun des fonds de différents organismes. De plus, les organismes canadiens ne peuvent contribuer à des campagnes de militantisme et à des organismes non caritatifs, comme par exemple des hôpitaux. Au Canada, le Conseil remarque que la politique mise en cause mine les partenariats, empêche la coordination et amoindrit la durabilité. Les organismes caritatifs canadiens ne peuvent travailler de façon horizontale avec les partenaires autochtones et avec les collectivités. Plutôt, elles doivent arriver, ces organismes, comme étant le patron, en dirigeant et en contrôlant tout. Les organismes ne peuvent appuyer des installations comme des centres d'art ou des centres pour les jeunes à moins de contrôler l'ensemble des activités. Et les organismes canadiens ne peuvent faire de dons à des plateformes partagées à but non lucratif. Le but derrière cette politique de direction et contrôle a de bonnes intentions, mais le gouvernement ne peut pas permettre que des reçus fiscaux pour des dons soient émis sans s'assurer qu'effectivement ces dons servent à des fins caritatives. Effectivement, offrir un avantage fiscal pour certaines activités n'est pas nécessairement dans l'intérêt du public. Toutefois, cette pratique, cette politique dont je parle, a bien empêché de nombreux organismes caritatifs d'accomplir leur travail. J'étais au sein de mon bureau là, sur un appel Zoom avec des représentants de la Samaritan's Purse et la Canada Food Grains Bank. Ces organisations nous ont souligné à grands traits à quel point cette politique rendait difficile la réaction et la réponse aux vastes besoins découlant de la pandémie. Un moment où la rapidité d'exécution, l'efficacité et la coopération nationale ne sauraient être plus importantes, les efforts des organismes caritatifs canadiens sont mis à mal par une invention bureaucratique archaïque qui empiète sur le travail de plus d'1,5 million de personnes qui travaillent dans les organismes caritatifs canadiens. Et ça, honorable collègue, c'est cette politique qui découle de l'Agence du revenu du Canada. Mais pourtant, comme le disait la Fondation Pemsler, il n'y a pas d'exigence en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu pour que les organismes caritatifs doivent diriger, contrôler toutes leurs activités. C'est une politique administrative de l'ARC qui est basée sur l'interprétation de la loi de l'ARC. Ni plus ni moins. Honorable collègue, le projet de loi S-222 est fait cavalier seul dans le cadre du processus législatif parce que c'est un projet de loi qui propose une solution juridique pour régler un problème de nature réglementaire. Ce n'est pas la façon dont on agit généralement en matière de politique publique. Toutefois, en l'espèce, c'est nécessaire. Le travail de l'Agence du revenu du Canada est primordial et souvent c'est un travail ingrat. Je n'ai aucun doute que l'agence ait fait du mieux qu'elle pouvait au fil des ans pour interpréter fidèlement et mettre en œuvre la loi sur l'impôt sur le revenu. Mais dans ce cas-ci, eh bien, on manque la cible.
En discutant de cet enjeu avec des organismes caritatifs canadiens, j'aurais posé la question pourquoi cette politique n'avait simplement pas été modifiée par l'Agence du revenu du Canada? Pourquoi cette politique a perduré si longtemps en dépit des problèmes manifestes qu'elle cause? Eh bien, on peut sans doute blâmer l'inertie bureaucratique. Après des décennies durant lesquelles on a interprété la LIR d'une certaine façon, la RC est réfractaire à changer son fusil d'épaule. C'est compréhensible, collègues, mais ce n'est pas acceptable. En modifiant la loi sur l'impôt sur le revenu, nous allons nous assurer qu'un meilleur cadre est fourni. Un meilleur cadre qui sera similaire aux exigences réglementaires que l'on retrouve dans d'autres pays et qui permettra de faire preuve de plus d'efficacité, d'efficience et de cohérence dans notre secteur caritatif, tout en assurant la reddition de comptes et en protégeant la sécurité publique. Comme vous le savez, c'est une vision des choses qui est appuyée non seulement par les organismes caritatifs canadiens, mais aussi par les parlementaires. Dans son rapport de 2019, le comité spécial du Sénat sur le secteur caritatif a cité cet enjeu comme étant l'un de plusieurs enjeux qui devaient être réglés et a aussi formulé des recommandations quant aux corrections à apporter, dis-je. En 2020, le comité permanent de la Chambre des communes sur les affaires étrangères et le développement international a aussi soulevé cet enjeu et a recommandé à l'unanimité que le gouvernement du Canada prenne des moyens immédiats pour régler les graves problèmes découlant du régime de direction et contrôle par rapport au développement international, en reconnaissant que ce cadre empêche que se fasse du travail important en matière de développement international et perpétue aussi, fasse perdurer en fait les structures coloniales de contrôle des donateurs. Chers collègues, bien des gens sont d'accord pour dire que ce problème doit être réglé et le projet de loi S-222 nous donne justement l'occasion de régler le problème. Comme le disait le rapport de la Fondation PEMSL, une solution idéale pour le secteur caritatif serait de revoir de fond en comble la section de la loi sur l'impôt sur le revenu qui régit les organismes caritatifs pour accoucher d'un cadre autonomisant, cohérent et moderne qui inclut un mécanisme efficace pour que les organismes caritatifs qui font du travail de ce genre ici au Canada puissent continuer à faire son travail. Mais une telle réforme prendrait des années à accomplir. Alors, nous espérons plutôt que les changements que nous proposons dans notre rapport, là, le rapport de la Fondation PEMSL, exigeraient aussi peu de changements législatifs que possible pour fournir plutôt une solution pratique et intérimaire aux problèmes auxquels font face les organismes caritatifs, tout en permettant qu'une restructuration complète du cadre législatif s'accomplisse ultérieurement. Personne ne dit que ce projet de loi est parfait, mais c'est à tout le moins un bond de géant. Je suis porte-parole au sujet de ce projet de loi et quoi qu'il en soit, j'appuie fermement que nous renvoyons ce projet de loi aux fins d'études en comité. J'espère que vous abonderez dans mon sens. Merci beaucoup, chers collègues.